Donc je ne vais pas parler d'expérience contrôlée pour changer, je suis aussi contente de ça d'ailleurs. En général, c'est de ça que je parle. Mais donc voilà, je ne vais pas parler d'expérience contrôlée, en fait, pas beaucoup en tout cas. Je vais parler des relations entre égalité et inégalité homme-femme et développement. Je pourrais dévider tous mes transparents en une demi-heure, mais il y a beaucoup de matériel. Donc une version, c'est d'aller très très vite et de vous assommer sous la quantité de matériel. Une autre version, c'est d'aller plus lentement et de parler plus en détail de chaque matériel, mais dans ce cas-là, il faut que vous m'arrêtiez, il faut que vous me posiez des questions, sinon je risque d'avancer. Donc ces deux, on va commencer par une évidence, mais bon, elle est bonne à rappeler. Les femmes sont moins bien loties. Alors en fait, j'aime pas du tout ce système où je suis obligée de tourner le dos pour voir mes transparents. Plutôt mettre derrière la table. Ouais. Les femmes sont moins bien loties que les hommes dans beaucoup de domaines dans les pays en développement. Bon, d'abord, elles ont moins de chances d'être nées. Donc c'est surtout en Chine et en Inde, donc où il y a des avortements sélectifs. Si elles arrivent à naître, elles ont moins de chances de passer le premier mois. Si elles arrivent à passer le premier mois, elles ont moins de chances de survivre à leur petite enfance. Si elles ont réussi ça, les filles sont moins à l'école que les garçons, elles y restent moins longtemps. À qualification égale, qu'elles n'ont pas, donc, mais même celles qui ont les qualifications égales, elles ont moins de chances d'être employées à l'extérieur de la maison. Elles ont moins de droits, on va en parler plus en détail, donc elles ont moins de... il y a beaucoup de pays où il y a une discrimination entre les sexes sur la sécurisation des droits de propriété, etc. Il y a une asymétrie vis-à-vis du divorce. Et évidemment, mais ça c'est vrai aussi dans les pays développés, la représentation politique des femmes et des hommes est extrêmement asymétrique. Donc bon, tout ça c'est des choses qui sont connues, avec peut-être quand même l'idée que tout ça, disons, se coalesce dans l'expression d'Amartya Sen, dont vous avez sans doute entendu parler, l'expression Missing Woman. Il y a des femmes qui manquent. Donc le premier article, c'était un article de la fin des années 80 dans la New York Review of Books, qui s'appelait « Il y a 100 millions de femmes qui manquent ». Alors une femme qui manque, c'est une femme qui devrait être là, mais qui n'est pas là. On comprend ce qu'il avait pris, c'est qu'il avait pris le ratio entre femmes et hommes dans les pays développés, qui est un peu au-delà de 1, parce que l'espérance de vie des femmes est supérieure à celle des hommes. Et avait dit, bah voilà, si ce ratio, donc on regarde par exemple en Europe, c'est à peu près 1,1. Disons que c'est le ratio, entre guillemets, naturel. Maintenant, si on regarde le Pakistan, c'est 92 femmes pour 100 hommes. Ou si on regarde l'Inde, c'est 94. Ou si on regarde la Chine, c'est 90. Donc, on applique la différence entre le ratio en Europe au ratio dans ces pays-là, et on le multiplie ça par la population, et on calcule un nombre de femmes manquantes dans le monde. En fait, il n'avait pas pris le ratio de l'Europe, il avait pris le ratio d'Afrique subsaharienne, qui est aussi un petit peu supérieur à 1, mais pas tellement supérieur. Il avait dit oui, parce qu'il faut quand même compter sur le fait que les femmes ont une vie plus dangereuse, en particulier elles donnent naissance, et que dans les pays pauvres, donner naissance est dangereux. Mais ça ne vient pas de la discrimination, malheureusement, c'est comme ça. Bref, donc il avait pris le ratio d'Afrique subsaharienne en disant, voilà, si le ratio était celui de l'Afrique subsaharienne en Inde, il y aurait tant de femmes en plus. Donc c'était une expression qui était très parlante. Mais enfin, c'est une espèce de partie, c'est la partie émergée d'un iceberg de différence entre hommes et femmes qui a des ramifications dans toutes les sphères de l'existence. Alors, il y a une relation, un imbriquement très étroit entre l'égalité ou l'inégalité entre hommes et femmes et le développement, dans les deux sens. D'abord, il y a une relation potentiellement qui va du développement économique à la réduction entre l'inégalité des femmes et des hommes.
Donc il y a des gens qui disent ben, il n'y a rien à faire de spécifique vis-à-vis des femmes dans les pays en développement. Il suffit d'attendre que les pays en développement se développent et que la croissance elle-même va rendre ces pays plus riches. Et avec le développement, de manière assez naturelle, les femmes et les hommes, la condition des femmes et des hommes se rapprochent. Donc, c'est illusoire et pas du tout nécessaire de prendre des mesures spécifiquement en faveur des femmes. Ce qu'il faut prendre, c'est des mesures en faveur de tout le monde. Et ça va être, comme on dit en anglais, une marée qui fait monter tous les bateaux, donc une tide that lifts all boats. Et ça améliorera la situation des femmes. Et même, non seulement ça améliorera la situation de tout le monde, mais ça améliorera peut-être la condition des femmes plus que celle des hommes. Donc il y a une relation potentiellement dans cette direction-là. Puis il y a une relation potentiellement dans l'autre sens, donc, dont aussi beaucoup disent que, au contraire, il y a une relation causale qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire si on arrive à prendre des mesures spécifiques en faveur des femmes, on aura toute une série de bénéfices qui vont se traduire par une amélioration de la condition de tout le monde, par une augmentation du développement. Donc l'idée, c'est que, par exemple, et on va y revenir, les femmes investissent par exemple plus dans la santé et l'éducation de leurs enfants. Donc si on améliore la condition des femmes, on améliore par contre-coup les investissements dans les enfants. Donc les enfants sont plus éduqués, en meilleure santé, etc. Et ces enfants plus éduqués, en meilleure santé, sont plus productifs et le pays croît. Donc, au contraire, dans cette vue-là, au contraire, il faut investir spécifiquement en faveur des filles ou des femmes de manière à enclencher cette espèce de cercle vertueux. Alors évidemment, ça crée un cercle vertueux. Si il est tout à fait possible que ces deux positions soient vraies. Et si elles sont toutes les deux vraies et qu'elles sont assez puissantes, il peut y avoir un cercle vertueux, c'est-à-dire on investit en faveur des femmes, les femmes prennent des décisions qui sont plus favorables au développement humain et économique du pays, le pays croît, ça améliore la condition des femmes, etc. etc. Donc ça, c'est la vision, disons, optimiste du monde. Alors, il se trouve que malheureusement, comme les arguments, en fait, il y a une relation entre Y et X qui pourrait être dans les deux sens. On peut pas utiliser, on pourrait, si on est très convaincu par la première théorie, on va essayer de trouver des corrélations entre, disons, le revenu des pays et la condition des femmes, et on va dire, ben voilà, vous voyez, c'est bien corrélé, ça prouve bien qu'il suffit d'augmenter le revenu des pays pour que la condition des femmes s'améliore. Inversement, si on est très convaincu de la deuxième théorie, on peut utiliser exactement les mêmes données et dire, vous voyez bien, quand la condition des femmes est meilleure, le pays va mieux, la situation économique du pays est meilleure. Donc on pourrait utiliser les mêmes données pour faire les deux arguments, on voit bien qu'il y a un problème. Alors si on est vraiment très optimiste, comme à la Banque mondiale, et qu'on est convaincu des deux théories, on peut écrire un livre comme ce livre Engendering Development, où on va utiliser dans le même livre les mêmes données pour faire l'argument dans les deux sens. Donc par exemple, ça c'est sur la relation entre participation politique des femmes et développement, où au début du livre, il montre la relation dans un sens. Non, pardon, c'était participation politique des femmes et corruption, qui est un peu... qui peut aller dans cette direction. Donc au début du livre, on a voilà, les pays qui sont plus corrompus, il y a moins de femmes, la corruption empêche les femmes d'accéder aux positions de responsabilité. Très bien, pourquoi pas. Et puis un petit peu plus loin, à peu près 100 pages plus loin, les mêmes données, le même graphe, mais inversé, YX, nous disant, mais voilà, quand il y a plus de femmes au Parlement, il y a moins de corruption, donc vraiment, les femmes, il faut absolument que les femmes... Alors, c'est deux arguments tout à fait bien, mais on ne peut pas utiliser les mêmes données pour les faire. Enfin, en fait, ça a l'air quand même de poser un problème. Donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de dépasser un peu ces visions, disons, taillées à la serpe, et d'utiliser... pas des expériences contrôlées, enfin, il y en aura un petit peu, mais pas beaucoup, mais d'utiliser des tas
données qui sont présentes dans la nature, des expériences, des anecdotes, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on a comme données qui nous informent sur la première théorie et sur la deuxième théorie. Enfin, sur la validité empirique de la première théorie et de la deuxième théorie. Donc c'est ça que je vais faire aujourd'hui, essayer de les évaluer les deux d'un point de vue à la fois sympathique et critique, pour arriver en définitive sur est-ce qu'il y a cette possibilité de cercle vertueux ou pas. Voilà. Bon, manifestement, vous ne m'interrompez pas, donc mais vraiment, hein, sinon j'aurais fini assez vite. Hein. Bon, c'est moi qui vais vous poser des questions. Alors, la première question, on va commencer par le premier bloc. Hein. Est-ce que le développement économique en lui-même améliore l'égalité homme-femme? Alors, commencer à nouveau, hein, prendre d'abord une espèce d'approche un peu macro, pas très détaillée. Si on regarde au cours du temps, c'est vrai que les pays les plus riches ont moins de différences entre hommes et femmes, presque sur tous les domaines, sauf la participation politique, qui n'est pas vraiment corrélée aux revenus. Les différences de participation politique hommes-femmes ne sont pas vraiment corrélées aux revenus. Mais si on prend les différences d'éducation, par exemple, entre filles et garçons ou entre hommes et femmes, on prend les différences de participation au marché du travail, on prend les différences de salaire, que vous regardiez un pays au cours du temps, donc vous regardez le même pays au cours du temps, au fur et à mesure que la croissance se produit, ou que vous regardiez une coupe de pays à un moment donné, les pays plus riches ont moins d'écart entre hommes et femmes. Alors il y a certains phénomènes pour lesquels c'est mécanique. Par exemple, la participation scolaire, comme elle ne peut pas être la participation, le nombre d'enfants inscrits en école primaire, comme ça ne peut pas être supérieur à 100%, forcément, au fur et à mesure que ça augmente, il y a un rattrapage entre filles et garçons. Donc, il y a certains domaines pour lesquels c'est mécanique. Il y en a pour lesquels ça ne l'est pas, par exemple. Bon, la participation au marché du travail, ça pourrait l'être en principe, mais enfin, on est quand même loin de 100 dans beaucoup de pays. Et il y en a pour lesquels c'est pas du tout, comme par exemple les salaires. Donc ça, c'est vrai au niveau macroéconomique le plus brutal. C'est aussi vrai si on regarde si on regarde les individus ou les familles dans un pays donné, dans les différents quartiles de distribution des revenus. C'est aussi vrai que, par exemple, les écarts entre filles et garçons sont plus importants chez les pauvres que chez les riches, sur tout un tas de domaines, y compris la probabilité de survie, l'éducation, la participation au marché du travail, etc. Donc bon, au niveau, c'est toujours plausible. Donc, le problème, évidemment, c'est qu'on ne peut pas en tirer à nouveau de relations de causalité. On ne peut pas dire que c'est parce que ces gens-là sont plus riches que les femmes sont plus... on ne peut pas dire que c'est à cause de leurs revenus. La question qu'on se pose pour garder dans la tête, pour revenir un petit peu à ce que vous avez discuté plus avant ça, la question qu'on se pose, c'est toujours quand on se pose une question de causalité, quand je dis est-ce que c'est vraiment le revenu, est-ce que c'est vraiment la relaxation de cette contrainte de revenu qui fait que les gens plus riches ont moins d'écart? On se pose la question, si je donnais de l'argent aux familles pauvres, est-ce que ces écarts se réduiraient? D'accord? Et évidemment, ces données très agrégées, là, que je vous montre même pas, mais que je vous dis, que je prétends existent, ne nous renseignent pas sur cette question, parce qu'il est possible que les gens les plus riches soient aussi plus industrieux, plus sympathiques, plus égalitaires, etc. Et que c'est pour ça qu'ils traitent leurs enfants les mieux. Ou habitent simplement dans des endroits différents, où les conditions sont meilleures, et que ça n'a rien à voir avec le revenu en tant que tel. Donc, ça nous donne une idée qu'on n'a pas forcément complètement tort avec cette idée que le revenu lui-même permet non seulement de bénéficier tout le monde, mais bénéficie peut-être plus aux filles, mais ça ne nous donne pas une preuve. Donc, pour ça, il faut essayer de regarder des situations plus détaillées et plus microéconomiques. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, donc on va regarder des exemples plus de détails. Alors, la première raison pour laquelle simplement
l'augmentation du bien-être d'une famille ou d'un pays peut se traduire par une réduction des écarts entre filles et garçons ou hommes et femmes, c'est cette idée des taux de la pauvreté, que la discrimination entre hommes et femmes, entre filles et garçons par exemple, au sein des familles, le fait que les familles traitent mieux les filles que les garçons que les filles, ne vient pas du fait qu'ils n'aiment pas spécialement les filles, mais viennent du fait qu'ils font face à des contraintes extrêmement fortes et des choix de vie ou de mort sur lesquels ils vont choisir, bon, si je dois choisir un enfant, ce sera le garçon, désolé, quoi. Donc, si c'est ça, si le monde est de cette manière, que c'est vraiment que dans les situations extrêmes que la discrimination s'opère, faire que les gens soient moins dans des situations extrêmes peut améliorer la situation des filles de manière sans que rien d'autre se produise. Alors, ce qui semble donner une indication que peut-être il y a du vrai là-dedans, c'est que même si on prend des pays comme l'Inde, par exemple, où il y a une forte différence entre le nombre d'hommes et de femmes, il y a beaucoup de missing women au sens de scène, donc s'il y a beaucoup de missing women, c'est qu'il y a beaucoup de discrimination, on peut le supposer. Donc il y a un article d'Angus Deaton, qui fait la chose suivante, qui dit, bon, on veut essayer de savoir si les gens traitent moins bien leurs filles que leurs garçons dans la vie quotidienne. Alors comment faire ça? On peut essayer d'aller dans les familles, de s'asseoir et de regarder comment les gens traitent leurs filles et les garçons, donc c'est ce que feraient les anthropologues ou des économistes très très patients, dont il y a peu. Et on se dirait, on peut faire ça, mais il y a quand même un problème, c'est que le fait peut-être d'observer les familles va les conduire à changer leur comportement. Et finalement, c'est très très difficile de conclure à travers une observation comme ça, que vraiment, simplement en observant le comportement des gens directement, de voir combien ils donnent de lait aux garçons, combien ils donnent de lait aux filles, c'est difficile à faire. Donc on essaie de trouver une méthode plus indirecte pour déterminer combien de ressources sont attribuées aux garçons qu'aux filles. Alors cette méthode plus indirecte, c'est Angus Deaton qui la propose, qui dit, voilà, on va regarder la consommation des adultes. L'idée c'est que quand les adultes, donc on prend des biens adultes, par exemple des vêtements d'adultes ou l'alcool, le tabac, etc., que les enfants ne mangent pas. Donc mettons qu'on part d'une famille avec 2 adultes qui mangent tout ça, qui s'achètent leurs vêtements. Il y a un enfant qui apparaît. Bon, il faut qu'ils nourrissent cet enfant, donc ils sont obligés de réduire leur consommation de biens adultes pour substituer par du lait et du pain pour l'enfant. Donc la question c'est, voilà, si les adultes se sacrifient moins, si les adultes donnent moins à manger aux filles qu'aux garçons, ça leur demande moins de sacrifices d'avoir une fille qu'un garçon. Donc si je compare 2 familles qui ont le même nombre d'enfants, une famille a plus de filles et une famille a plus de garçons, je devrais voir, et que les familles discriminent, je devrais voir que les familles qui ont plus de filles mangent plus de biens adultes. Donc je détermine une série de biens qui sont considérés comme des biens adultes, donc vêtements d'adultes, cigarettes, tabac, etc. Et je regarde comment la consommation de biens adultes, en contrôlant pour le revenu total de la famille, comment la consommation de biens adultes varie en fonction du nombre d'enfants, ça me donne un prix de l'enfant, et puis séparément en fonction du nombre de filles et du nombre de garçons. Bon, donc il nous fait ça d'abord. Alors la première fois qu'il a mis cette technique qui est vraiment très, très astucieuse en œuvre, il regarde la Côte d'Ivoire. Donc il regarde la Côte d'Ivoire, puis voilà, il trouve aucune différence entre le prix du garçon et le prix de la fille. C'est-à-dire en termes de biens d'adultes, même chose. Bon, alors il conclut en disant oui, évidemment c'est la Côte d'Ivoire. En fait, en Côte d'Ivoire, il n'y a aucun signe qui est vraiment une forte discrimination entre filles et garçons. Donc un petit peu plus tard, il dit bon, je vais faire ça au Pakistan. Là, quand même, ça devrait marcher. Et au Pakistan, ça marche pas plus. Toujours pas de différence. Il y a une réduction de la consommation de biens adultes quand il y a plus d'enfants, mais pas différemment si c'est plus de filles ou de garçons. Puis après, il y a beaucoup de gens qui l'ont refait, ça a été refait dans plein d'endroits, et on n'arrive pas vraiment
percevoir. Alors peut-être que la méthode n'est pas bonne, mais une autre possibilité, c'est que la discrimination n'apparaît pas dans la vie. C'est pas que chaque jour, on va donner un petit peu moins de lait à une fille. C'est pas vraiment ce qui se produit. Ce qui se produit, c'est que quand il y a une situation de crise, soit pour l'enfant, soit pour la famille, c'est en réponse à ces situations de crise qui sont rares, donc qui ne sont pas forcément perçues dans une grande base de données où on a la consommation de tout le monde, le nombre de baguettes qu'ils mangent et de robes et tout. Mais dans une situation de crise pour la famille ou pour l'enfant, c'est là qu'on va traiter, donc là où il va y avoir un choix à faire, c'est là qu'on va traiter les enfants différemment. Donc, on peut regarder, donc du coup, ça nous donne une lentille différente, on ne va pas regarder la consommation de tous les jours, on va se concentrer sur les crises. Alors, on peut regarder les crises au point de vue des enfants, on peut avoir les crises au point de vue des adultes. Donc, les enfants d'abord. Donc, on peut regarder si les enfants sont malades, qu'est-ce qui se passe quand les enfants sont malades. Et de fait, quand les enfants sont malades, filles et garçons sont traités tout à fait différemment. Donc, par exemple, il y a une étude qui a été faite en fait, par des médecins à Delhi qui regarde la mortalité des enfants vis-à-vis de la diarrhée. La diarrhée, c'est quelque chose qui peut tuer, mais qui, en même temps, si c'est traité à temps, ça n'a pas besoin de tuer. Et donc, ils constatent, ces médecins, en regardant que dans les bidonvilles de Delhi, que la mortalité des filles et des garçons due à la diarrhée, la mortalité des filles est bien supérieure que la mortalité des garçons. Ils ont beaucoup moins de chances d'être hospitalisés. Quand elles sont hospitalisées, sont hospitalisées beaucoup trop tard, et donc presque toutes les filles hospitalisées meurent. Il y en a moins hospitalisées, mais presque toutes celles qui sont hospitalisées dans un état beaucoup trop critique pour qu'on puisse faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est juste un exemple. D'autres exemples, si on regarde simplement dans des bases de données qui nous disent est-ce que quelqu'un a été malade dans la semaine dernière, qui et qu'est-ce que vous avez fait, on voit bien que les gens, donc regardant par exemple l'Inde à nouveau, mais dans une région rurale au Rajasthan, les gens ont moins de chances d'envoyer leur fille chez le médecin que leurs garçons, etc. Donc c'est la première lentille de crise. Deuxième lentille de crise, c'est si c'est une situation de crise au niveau du ménage. Donc le ménage fait face à une situation où ça va mal, par exemple parce qu'il y a eu une sécheresse, donc la récolte n'est pas bonne. Donc le ménage est vraiment au bout du rouleau. Là, à nouveau, il y a une situation de crise où il faut faire un choix. Et là, on trouve un papier de Helena Rose qui regarde donc, le différentiel de mortalité infantile entre filles et garçons en fonction de est-ce qu'il y a eu une sécheresse dans la région, dans le district donné, dans le trimestre précédent. Et ce qu'elle montre, c'est que les filles ont toujours plus de chances de mourir que les garçons, mais cette différence est beaucoup plus élevée dans les situations quand il y a eu une sécheresse avant. Donc l'écart, en fait, se creuse entre filles et garçons dans les situations de sécheresse, où les familles donc, sont au bout du rouleau. Et il y a autre chose, il y a un autre exemple intéressant, c'est il y a deux papiers en fait. Un papier de Ted Miguel qui regarde la Tanzanie. Donc en Tanzanie, il y a des sorcières, au cas où vous ne le saviez pas, c'est bon à savoir. En Tanzanie, il y a des sorcières, et il se trouve que les sorcières, de temps en temps, on les tue pour que ça aille mieux. Et il se trouve qu'on tue les sorcières essentiellement dans les périodes de sécheresse, et que c'est souvent les familles, donc qui c'est une sorcière, c'est une vieille femme, que c'est souvent les familles qui disent « Oh là là, nous on a une sorcière chez nous », et qui, donc, c'est un peu à l'origine de la famille qui est un peu à l'origine de la dénonciation de la sorcière, qui ensuite se fait chasser du village, ou lapider, ou tuer. Et ça se passe dans les situations de crise. Avant, on peut dire c'est peut-être parce que, justement, les gens pensent que c'est les sorcières qui produisent le mauvais temps, mais si on regarde une crise comme par exemple une épidémie de rougeole ou quelque chose comme ça, qui n'est pas une crise économique, même si c'est une crise grave, on n'a pas le même phénomène. C'est vraiment dans les crises économiques que tout d'un coup les sorcières, on se rend compte qu'il y a des sorcières, on va les chercher et on s'en débarrasse. Un autre exemple exactement du même phénomène, c'est un papier d'Emily Oster qui regarde les périodes des grands procès de sorcières au Moyen-Âge et au début de la Renaissance.
et qui montre que les grands procès de sorcières correspondent, là non pas aux sécheresses, mais à des périodes très froides, à des hivers très froids. Donc même phénomène, même explication. Donc, si c'est le cas, c'est-à-dire si c'est vraiment ce qu'on a, c'est qu'en fait des gens, bon, en fait ils n'aiment pas du tout, ils aimeraient plutôt mieux traiter leur fille bien et le font le plus possible, mais quand il y a une situation où bon, il faut sacrifier quelqu'un, c'est la fille qu'on va sacrifier en premier. Dans ce cas-là, si les gens étaient un peu plus riches, qu'on se trouvait moins dans des situations extrêmes, ou si vous voulez, pour employer le jargon de notre profession, l'utilité marginale de la consommation devient très très forte. Si on se trouvait plus dans des situations pareilles, si on évitait des situations pareilles, dans ce cas-là, ça bénéficierait aux filles, puisque c'est les filles qui souffrent le plus dans ces situations extrêmes. Et de fait, si on revient à l'article d'Helena Rose dont je parlais précédemment, qui montre qu'il y a plus que l'écart entre filles et garçons de mortalité infantile est plus fort dans les périodes de sécheresse, elle montre aussi que cela n'est pas vrai pour les familles qui ont de la terre. C'est vrai pour les familles qui sont, comme on dit, landless, c'est-à-dire qui n'ont pas des paysans sans terre, qui n'ont aucun moyen aucun autre moyen d'ajustement à une sécheresse. Les familles qui ont de la terre ou qui ont des animaux, etc., elles vont prendre des mesures différentes. Elles arrivent à lisser leur consommation et donc elles n'ont pas besoin de... Donc ça signifie que si les gens étaient plus riches ou assurés, ça bénéficierait automatiquement plutôt aux filles, donc ça réduirait ces écarts. De même, si on prend la réaction vis-à-vis de la maladie de l'enfant, quand les pays croissent même un petit peu, on commence à avoir des systèmes de centres de santé publique, etc., qui fonctionnent mieux. Et si ce que j'ai dit est vrai, c'est-à-dire que les gens sont réticents à dépenser de l'argent pour la maladie d'une fille, bah, s'il y a un système de santé publique qui fonctionne, ou si les gens sont assurés, là, ça va bénéficier plus aux filles, puisque c'est les filles qui... Donc ça donne une autre... C'est vraiment... Si on pense à la discrimination comme étant en partie le produit d'un étau de la pauvreté, si on dessert cet étau, ça bénéficie de manière disproportionnée aux filles. Donc il y a des données qui le montrent. Bon, j'en ai un peu marre de parler toute seule. Hein. Au cas où. Ça veut dire que les filles sont des biens de luxe. Voilà, un petit peu. C'est-à-dire que les filles sont des biens de... Voilà. C'est au moins normaux. Plus normaux que les garçons. Oui. Pour les sorcières, c'est simplement l'élimination des improductifs et des plus vieux. Voilà, alors l'occurrence, mais c'est quand même les vieilles femmes, hein, c'est pas les vieux hommes. Hein. Les filles, c'est en bas âge, c'est un problème. Bah, donc ça fait une bonne transition avec, avec le point suivant, qui est lié à la perception qu'il y a un rendement de la fille qui est inférieur au rendement du garçon. Les filles, quand elles sont toutes petites, elles sont quand même improductives encore. Donc après, on se demande, on va investir dans les filles ou on la garde ou on la garde pas. Sachant que dans le futur, elle sera productive, mais peut-être moins que le garçon. Donc ça nous fait une bonne transition avec ce dont je vais parler juste après, qui est l'autre effet possible du développement économique sur l'écart, c'est est-ce que le développement économique va réduire les écarts de rendement entre l'investissement fille et l'investissement garçon. Ouais. C'est par rapport à ce lien entre réduction de la pauvreté. Je vais essayer le micro alors. Ce lien entre réduction de la pauvreté et puis moindre discrimination, parce que finalement, même si on est dans un état initial où la pauvreté en effet est très forte, où vous avez dit là, selon l'étude d'Eaton, que le prix d'un garçon était équivalent au prix d'une fille, donc dans des conditions en effet difficiles, et finalement donc on a l'impression en situation de crise, le comportement des parents vis-à-vis des filles est quasi je sais pas, systématique, quoi, et peu importe. J'ai du mal à être convaincu que, en effet, si y a plus de terre, un système de santé qui est plus accessible, on va dire transporter que ce soit un garçon ou transporter une fille vers ce système de soins est du même coût en quelque sorte. Ah oui, donc l'idée c'est que s'il y a encore un coût qui est encore important, donc ça va pas résoudre la question. L'idée de la terre, c'est que
bon, les gens qui n'ont plus le choix et qui vont devoir avoir le choix entre... voilà, les gens qui n'ont plus le choix vont choisir le garçon, par exemple, en situation quand il y a une sécheresse, etc. S'ils ont encore des assets, la terre ou des choses à vendre, etc., ils ont encore une possibilité de lisser leur consommation et donc ne sont pas complètement acculés à leurs contraintes budgétaires qui conduit à faire le choix anti-filles. Oui. Ça veut dire que dans les situations hors crise, les filles ne sont pas toutes discriminées. Même si les gens sont très pauvres. C'est un peu ce qui ressort des données de Deaton. Cela dit, bon, on n'a pas fait partout tout le temps, peut-être qu'on ne l'a pas très bien fait, mais enfin, c'est un peu ce qui ressort des données de Deaton. La discrimination vitale. Discrimination vitale. La discrimination vitale. Voilà. La nourriture, etc. Cela dit, on voit quand même qu'il y a moins à l'école et tout ça. Oui. Pour ce qui concerne les sorcières, il faudrait savoir aussi quelle est la structure de la population des sorcières par rapport aux sorciers. Je veux dire, quelle est la part de femmes âgées par rapport au nombre de Justement, personnes c'est que âgées. des femmes. C'est que des femmes. Oui, De sorcières potentielles par rapport aux hommes âgés. Oui. Oui, peut-être que les sorcières sont sacrifiées parce qu'il n'y a plus de sorciers. Quoi. Je veux dire, il n'y a plus d'hommes. Voilà. C'est possible. Oui, non, c'est un bon point. Est-ce que la relation est vraie, quel que soit le système culturel? C'est-à-dire, est-ce qu'on constate partout dans les pays très pauvres ce choix, ou est-ce qu'en plus, il y a une variable culturelle qui intervient? Oh non, c'est clair qu'il y a une variable culturelle qui intervient aussi, puisqu'il y a beaucoup de différences entre l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne, par exemple. Maintenant, il y a beaucoup de différences entre les pays. Maintenant, que ces différences peuvent être en partie culturelles, peuvent être en partie liées au rendement relatif, liées au marché du mariage, ou donc dans des systèmes, paradoxalement, dans des systèmes de polygynie. Donc, les systèmes de polygynie sont aussi des systèmes où on paye, où c'est l'homme qui paye pour se marier. Donc, ce cas-là, avoir une fille, c'est pas mal. Tandis que dans des systèmes comme l'Inde, où c'est la fille qui paye, enfin les parents de la fille qui payent pour la marier, dans ce cas-là, il y a aussi un niveau qui est au désavantage de la fille, pour commencer. Donc, pareil. Donc il y a des questions de culture, il y a des questions de structure, je ne sais pas, culture c'est un peu un grand mot, des questions de structure patrimoniale et d'organisation de la matrimonie aussi qui jouent, c'est clair. De toute façon, là, à chaque fois je vous donne des espèces d'exemples qui viennent d'un endroit à d'un autre. Le désavantage de passer à des données très micro, l'avantage de passer à des données très micro, c'est qu'on comprend bien ce qu'on fait. Le désavantage, c'est qu'on ne peut pas en tirer des leçons très générales sans faire des erreurs. Donc moi, j'ai toujours tendance à en tirer des leçons très générales pour essayer pour donner, plutôt par effet rhétorique, pour donner un fil. Mais bon, il faut faire attention en vrai à quel point la pertinence de ces généralisations est valable ou pas. On a pu sentir une petite critique au passage d'une méthode par observation, enfin anthropologique. Est-ce que c'est une critique de fond ou est-ce que c'est simplement lié au fait d'obtenir rapidement un résultat? C'est-à-dire que là, on peut dire que le durcissement de la contrainte budgétaire révèle une préférence au détriment des filles. Et donc, ça nous suffit, on n'a pas besoin de 15 ans d'enquête de terrain pour... Non, j'ai pas dit ça, moi. Non. Non, ça ne l'était pas. C'était pas présent. Non, c'est juste une autre approche. Cela dit, je pense que la question l'effet de l'observation sur le comportement est pertinente. Mais bon, si on a 15 ans devant soi, je pense qu'on a le temps de se faire oublier comme le papier peint. Alors, donc on parlait de rendement au sujet d'ailleurs un peu les deux questions là dont on a parlé là, en disant que ça peut varier d'une culture à l'autre, et puis aussi en disant oui, pour les enfants, pourquoi bon, les vieilles femmes sont improductives très bien, mais pourquoi on n'investit pas dans les filles par rapport aux garçons? Donc là, c'est de dire peut-être que une des raisons pour lesquelles les gens font ces choix, par exemple quand ils ont un choix difficile à faire, ou même si on prend l'éducation par exemple, les filles sont moins éduquées que les garçons. Une des raisons pour lesquelles les gens font ces choix, c'est peut-être parce que investir dans une fille, c'est tout simplement moins rentable que d'investir dans un garçon.
Alors, une des raisons pour lesquelles investir dans une fille, c'est moins rentable que d'investir dans un garçon, c'est parce que le marché du travail, à nouveau, ne traite pas de manière égale les femmes et les hommes. Et les femmes ont moins de chances d'être employées, ou ça peut être le marché, ou ça peut simplement être les structures de production. Par exemple, si on est dans une économie où les gens travaillent de manière très physique, voilà, les garçons seront des bons fermiers, durs à la peine, et les filles, bon, elles ne peuvent pas vraiment faire ça, etc. Donc peut-être que c'est en partie ce qui se passe. Donc dans ce cas-là, ce qui se passe avec le développement économique, c'est qu'on diversifie les activités possibles et qu'on les rend peut-être moins dépendantes, disons, de la force physique qui donne un avantage comparatif aux garçons. Et ça pourrait potentiellement se traduire par un meilleur accès des femmes à l'emploi et donc un plus fort rendement. Donc la question c'est, est-ce que quand le rendement d'investir dans les filles augmente, les gens répondent en investissant plus dans leur vie? Est-ce qu'ils ont cet horizon? Alors un exemple, c'est qui à mon avis le montre de manière très, très, très bonne, c'est le prix du thé en Chine. Donc à la libéralisation, donc en fait cette phrase ça marche mieux en anglais parce que il y a une expression en anglais qui dit What does it have to do with the price of tea in China? Ça veut dire si je dis quelque chose, mais ça n'a vraiment rien à voir avec la choucroute. Voilà, rien à voir avec la choucroute. En anglais, ça se dit What does it have to do with the price of tea in China? Donc là, c'est la discrimination avec les filles. Qu'est-ce que ça a à voir avec le prix du thé en Chine? Alors, c'est un papier qui regarde ce qui s'est passé suite à la libéralisation introduite par le système de responsabilité des familles, donc par Deng Xiaoping. Et on est passé d'un système où il fallait cultiver du blé ou du riz, les gens devaient cultiver du blé ou du riz, à un système où ils avaient le droit de cultiver ce qu'ils voulaient, donc vers la fin des années 70. Donc quand ça s'est produit, les régions qui étaient climatiquement appropriées à la culture du thé, c'est-à-dire les régions qui sont à la fois un petit peu en colline et puis où il pleut beaucoup, ce n'est pas toutes les régions de Chine, mais certaines régions, se sont mis à produire du thé, parce que c'était des cultures beaucoup plus valorisées. En revanche, les régions qui étaient bien pour les arbres fruitiers, se sont mis à produire des arbres fruitiers. Puis il y a d'autres régions qui étaient pas spécialement bien pour quoi que ce soit, qu'on continuait avec leur riz. Et donc il y a un article qui montre que... Alors, qu'est-ce qui est spécial avec le thé? Le thé, donc c'est des petites feuilles qui sont assez délicates. Les enfants ne sont pas très bons à cultiver le thé parce qu'il faut quand même être assez soigneux. Mais en même temps, avoir des petits doigts, c'est plutôt un avantage qu'un coup. En tout cas, il n'y a pas besoin d'être fort, pas besoin d'être musclé, mais c'est bien d'avoir des petits doigts délicats. Donc les femmes sont plutôt en avantage comparatif dans la culture du thé par rapport au riz certainement et encore plus aux arbres fruitiers qui demandent de la puissance. Et ce qu'on regarde, c'est que ce qu'elle montre, c'est qu'on peut regarder les cohortes qui sont nées dans différentes régions de Chine, favorables au thé ou pas favorables au thé, avant et après l'introduction du système de responsabilité familiale. Et ce qu'on voit, c'est que dans les régions favorables au thé, l'écart entre le nombre de filles et le nombre de garçons s'est considérablement rapproché par rapport aux régions qui n'étaient pas favorables au thé. Donc une augmentation, on prend le même revenu total, une augmentation de 10% de la part de ces revenus qui vient de la culture du thé, se traduit par une augmentation de la chance de survie des filles de 1%. Donc ça montre que les gens ont réagi à cette augmentation de la valeur d'investir dans une fille. Donc là, c'est pas seulement le développement économique, c'est la libéralisation, mais ça donne quand même un exemple de ce qui peut se produire. Un autre exemple plus récent et plus directement lié au développement économique, c'est l'introduction des BPO, c'est Back Office Processing Operation, donc tous ces jeunes femmes et jeunes hommes qui vous répondent au téléphone quand vous avez un problème de carte bleue, enfin qui répondent plutôt aux Américains quand ils ont un problème de carte bleue, puisqu'elles parlent surtout anglais quand même.
donc les back-office processing operations se sont développés de manière absolument impressionnante en Inde, disons, au cours des 10 dernières années. Pour travailler dans un BPO, il faut savoir parler anglais. Donc ça a augmenté ça a augmenté la valeur d'avoir plutôt été éduqué en anglais que dans la langue locale. Et il y a un papier très intéressant qui regarde la décision d'éduquer les filles d'éduquer les filles et les garçons, d'envoyer les enfants à l'école, plutôt dans une école de langue anglaise ou plutôt dans une école de langue traditionnelle. Donc c'est Bombay, donc la langue traditionnelle c'est Marathi. Et le papier montre que traditionnellement, les garçons, on les envoyait dans des écoles de langue traditionnelle parce qu'on faisait montre par là d'un attachement à la caste et au réseau de la caste. En disant, voilà, on est des bons hindous, on est attachés à notre culture, on envoie nos garçons à l'école de langue traditionnelle, ce qui nous permet de montrer qu'on fait bien partie du réseau. Et le réseau sert ensuite d'intermédiaire pour trouver un travail pour le garçon. Les filles, de toute façon, il n'y a pas de travail pour elles, donc on pouvait les envoyer à l'école en anglais. Et donc les filles avaient plutôt tendance à être scolarisées en anglais, et les garçons avaient plutôt tendance à être scolarisés en marathi. Et en fait, quand les BPO sont arrivés, les filles se sont trouvées avec cette espèce d'avantage considérable sur les garçons, puisqu'elles avaient été scolarisées en anglais. En fait, donc de passer d'une société extrêmement traditionnelle, fermée sur elle-même, à une société plus ouverte, directement. Et maintenant, alors les garçons, c'est une situation un peu intermédiaire. Il y en a et tout le monde passe progressivement à l'anglais, mais les garçons plus lentement, parce qu'il y a encore cette espèce de... Le garçon est encore la personne de la famille qui incarne le prestige, donc voilà, on ne peut pas tous les envoyer s'éduquer en anglais, alors que les filles, pas de problème. Et donc, finalement, la libéralisation, l'entrée des BPO à Bombay favorise plus les filles que les garçons. Donc voilà, donc je vous ai donné 2 exemples en fait, enfin 2 catégories d'exemples du fait qu'il y a une relation possible entre le développement économique et la réduction des écarts entre hommes et femmes. Donc à la fois simplement la relaxation de la contrainte de budget pour faire vite, et l'autre, l'augmentation des incitations à investir dans les filles. Alors est-ce que ça va être assez ? Probablement non. D'abord, il y a des disparités persistantes. Il reste, malgré le développement économique, des disparités persistantes et même des cas pervers. Alors, l'archétype même du cas pervers, où c'est le développement et l'arrivée de nouvelles technologies qui en fait est mauvais pour les filles, c'est l'arrivée des sonogrammes. Enfin, c'est mauvais pour les filles, en tout cas pour les fœtus-filles. Alors après, selon notre idée sur le début de l'être humain, on peut en penser des choses différentes, mais en tout cas, c'est clair que là, on introduit une nouvelle technologie. Cette nouvelle technologie est désastreuse pour la probabilité d'une fille de naître, puisque on peut maintenant savoir si l'enfant est une fille ou un garçon, et donc l'avorter avant si c'est une fille. Et il y avait une réduction, au cours, quand on regarde de recensement en recensement, les recensements sont tous les 10 ans, 81, 91, 71, en Inde. Donc si on regarde 61, 71, 81, 91, un resserrement des écarts entre le nombre de filles et le nombre de garçons, 2001, ça s'est réécarté de manière assez considérable, en particulier dans les États du nord de l'Inde, qui d'une part se sont bien enrichis, comme le Punjab, etc., et d'autre part ont une tradition de discrimination plus forte. Donc là, on voit un exemple de technologie qui va dans le mauvais sens, en quelque sorte. D'une part. Bon, d'autre part, il y a des choses qui ne bougent pas. L'exemple de la chose qui ne bouge pas, c'est la représentation des femmes en politique. En 2000, il y avait 13, si on regarde dans l'ensemble du monde, dans l'ensemble de tous les parlements du monde, il y avait 13,5% de femmes. Et en 2005, 15,9%. Donc ce n'est pas une évolution très rapide. Et de plus, cette petite évolution de 2,5%, elle est due presque essentiellement au fait que certains pays ont introduit des quotas. Il y a beaucoup de pays qui ont des quotas de femmes au Parlement. Et pas des faux quotas comme nous, des vrais quotas. Donc ça, en l'absence de quotas, ça n'a juste pas l'air de bouger, la représentation politique des femmes, même quand les pays s'enrichissent. Et il reste des biais, quand on regarde sur la politique,
il reste des biais, alors cette phrase n'a aucun sens, donc je vais vous la traduire en français, il reste des biais de perception importantes avec l'idée que les hommes sont de meilleurs hommes politiques que les femmes. C'est des biais, c'est en sciences politiques, il y a beaucoup d'expériences là-dessus qui ont été faites, la plupart aux États-Unis, qui est par exemple de mettre les gens, de demander, soit de demander aux gens d'évaluer une situation, en disant voilà, c'est dans une ville, il y a une décision à prendre et monsieur machin qui est le maire de la ville a pris telle décision. Ou madame machin qui est le maire de la ville a pris telle décision. Et les gens trouvent toujours que monsieur machin a pris une... Après, on donne au hasard soit monsieur machin, soit madame machin. Et les gens trouvent toujours que monsieur machin prend des décisions meilleures. Plus récemment, on est allé faire la même chose. On est allé faire la même chose en Inde. Et on trouve le même genre de résultat où si on compare... Alors, ce qu'on a fait en Inde, c'est qu'on a fait écouter aux gens un extrait de discours qui avait vraiment été prononcé par quelqu'un, qui a lieu dans une assemblée de village. Donc un villageois se plaint de quelque chose et le représentant du village répond. Petit extrait de 30 secondes. Et si on met les gens, on fait écouter ça. Donc après, on avait demandé à des gens de lire. C'était enregistré, c'était lu soit par une fille, soit par un garçon. Et les gens vraiment trouvent que l'homme on pose tout un tas de questions sur le discours. Est-ce que vous pensez qu'il a bien répondu ou qu'elle a bien répondu? Est-ce que vous pensez qu'en général, c'est un bon homme politique, un mauvais politique? Est-ce que vous voteriez pour cette personne, etc. Et les gens sont vraiment, surtout les hommes, beaucoup plus favorables aux hommes. On va revenir à cet exemple, parce qu'on l'a creusé un petit peu plus par la suite. Et ça, c'est toujours vrai, même aux États-Unis. Et en fait, c'est vrai pas seulement pour le leadership politique, mais c'est vrai pour le leadership en général. C'est-à-dire, si on pose le même genre de vignette, on montre aux gens une vidéo où il y a un PDG qui a pris une décision, les gens trouvent toujours que les PDG hommes sont mieux que les PDG femmes, même si la situation est exactement la même. Donc, il semble que le développement économique ne suffit pas, en tout cas ne suffit pas parfois même peut aller dans le mauvais sens. On a vu quand même que parfois ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas non plus la solution miracle pour arriver à une égalité homme-femme. Donc si on veut arriver à une égalité homme-femme, par exemple en politique, il semble que le seul moyen d'y arriver, c'est d'avoir une attitude volontariste vis-à-vis de la situation et de prendre des mesures ciblées en faveur des femmes. Par exemple des quotas. Alors, le problème de ces mesures qui sont ciblées en faveur des femmes, c'est qu'elles se passent au détriment des hommes. Par exemple, il y a plusieurs pays qui sont des pays qui ont plutôt des pays de tradition assez discriminante, comme le Bangladesh et le Pakistan, qui ont des bourses scolaires qui sont spécifiquement réservées aux filles. Alors bon, très bien, on peut donner des bourses aux filles, mais quand on donne des bourses aux filles, ça veut dire quand même qu'on bloque une grosse partie du budget de l'éducation nationale vers ces bourses. Et il faut quand même accepter l'idée que si on bloque l'argent vers ces bourses, on ne se sert pas de cet argent pour faire autre chose. Par exemple, réduire la taille des classes, ou réduire les frais scolaires pour tout le monde, ou des bourses plus petites pour tout le monde, etc., qui pourraient avoir peut-être plus d'efficacité ou la même efficacité. Donc, prendre des décisions en faveur des femmes spécifiquement, ce n'est pas neutre. Ça vient au coût des hommes. On peut dire que c'est très bien. On peut dire que c'est très bien juste parce qu'on n'aime pas l'inégalité. Il y a des inégalités fortes entre hommes et femmes, c'est pas bien. On a une aversion pour l'inégalité, donc on aide les femmes. Un argument qui est absolument cohérent et acceptable. Et on peut se dire qu'on on veut bien lever plus d'impôts, etc. On accepte un certain niveau de distorsion, peut-être une réduction de l'efficacité économique, parce qu'on tient à Il n'y a pas de raison que les femmes soient moins bien traitées que les hommes. Mais en général, les arguments qui sont invoqués pour justifier les mesures préférentielles en faveur des femmes ne s'arrêtent pas à cet argument simple qui est on n'aime pas l'inégalité. On n'aime pas l'inégalité entre hommes et femmes. En général, il y a un argument supplémentaire qui est de dire non. Bon,
dans le court terme, évidemment, on favore les femmes, mais en fait, en favorisant les femmes, on va aider tout le monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais vous montrer un exemple typique. C'est mon seul transparent en anglais, mais comme c'est une citation en anglais, je l'ai laissé en anglais. C'est gagnant-gagnant, dont on a beaucoup entendu parler dans cette campagne, et qui est dans la campagne qui vient de s'achever, qui est toujours une situation dans laquelle on aime se trouver. Donc, c'est Education for Girls has a catalytic effect on every dimension of development. Lower child and maternal mortality rates, increased educational attainment by daughters and sons, higher productivity, and improved environmental management. L'éducation des filles, c'est formidable. Ça va augmenter, ça aide, ça a un effet catalytique sur toutes les dimensions du développement. La mortalité infantile, la mortalité dans l'accouchement, plus d'éducation pour les filles et les garçons, une plus forte productivité et un meilleur environnement. Donc c'est super dans tous les domaines. Together, this can mean faster economic growth and equally important, wider distribution of the fruits of growth. Donc quand toutes ces choses se sont bien passées, il y aura plus de croissance. More education for girls will also enable more and more women to attain leadership positions at all levels of society, from health clinics in the village to parliaments in the capitals. This, in turn, will change the way societies will deal with problems and raise the quality of global decision making. Donc c'est vraiment l'argument de cercle vertueux dont je parlais au passage, c'est-à-dire investir dans les filles, c'est une proposition qui est rentable. Bon, d'accord, il n'y a pas de trade-off autrement dit, il n'y a pas de trade-off entre l'égalité et l'efficacité, puisque c'est en investissant en faveur des filles qui se trouvent dans une position défavorable, c'est mieux. Parce qu'on arrive à les femmes, quand elles seront, ces filles, quand elles seront grandes, prendront de meilleures décisions qui vont amener à plus de croissance. Parce qu'elles vont investir plus sur les revenus, plus sur leurs enfants, etc. Alors, où est-ce qu'on en est là-dessus? C'est-à-dire, est-ce qu'on le sait? Ben, pareil, si on regarde au niveau le plus... Avant de se poser la question en détail, de fait, cet enthousiasme de Wolfensohn, qui à l'époque était président de la Banque mondiale, paraît justifié, puisqu'il y a une corrélation assez forte, par exemple au sein des familles, une corrélation assez forte entre les différences d'éducation entre hommes et femmes et par exemple l'investissement dans les enfants, ou les différences de revenus entre hommes et femmes et l'investissement dans les enfants. Autrement dit, même si je contrôle pour le revenu total, les familles où les femmes apportent une part plus importante de ce revenu, les enfants sont mieux traités dans ces familles-là. Donc ils sont plus grands, la part du budget qui est consacrée à la nourriture est plus élevée, la part du budget qui est consacrée à l'alcool et au tabac est moins élevée, les enfants sont plus grands, ils sont mieux éduqués, etc. Donc toutes ces bonnes choses sont bien... il semble que plus une femme a de pouvoir dans le ménage, que ce pouvoir lui vienne d'une éducation plus élevée, que ce pouvoir lui vienne d'une contribution au revenu du ménage plus élevée. Plus la femme a de pouvoir dans le sein du ménage, plus il y a d'investissement en capital humain dans le sein du ménage. Donc tout ça c'est bien, mais à nouveau on peut se trouver dans le même problème dont on parlait avant, c'est que cette corrélation peut refléter non pas l'effet causal de donner plus de pouvoir aux femmes, mais les préférences de la famille. Par exemple, un homme qui accepte que sa femme travaille est déjà quelqu'un de tout à fait libéral, et cette magnanimité se retrouve dans sa propensité à investir dans ses enfants. Donc peut-être que c'est juste une question de préférence, et que c'est pas un effet causal. Donc c'est les mêmes différences entre les gens qui les conduisent d'une part à traiter les femmes mieux dans le ménage et d'autre part à investir plus dans leurs enfants, etc. Oui. Quand vous utilisez le mot de préférence, ça ferait référence à un changement culturel là, qui serait... Voilà, des préférences qui sont plus, qui appartiennent, qui peuvent être culturelles ou sociologiques, etc., qui appartiennent, qui sont difficiles à modifier, disons.
Parce que la question à nouveau qu'on se pose, c'est toujours, et là c'est une question qui est tout à fait concrète, c'est toujours, bon, si par exemple si j'ai un transfert social, si j'ai un transfert à donner, par exemple à des familles pauvres, donc on leur donne un transfert, on redistribue vis-à-vis d'elles, est-ce qu'il vaut mieux que je donne mon chèque aux femmes ou aux hommes? Ou est-ce que je sépare en deux? Donc l'argument, c'est jamais les hommes, parce qu'on a toutes ces... Je reprends, parce qu'on a toutes ces corrélations entre eux. Voilà, quand je donne de l'argent aux femmes, c'est mieux qu'aux hommes. Donc, ce que je veux dire par préférence, c'est que si ces corrélations reflètent des préférences assez bien ancrées, ben, en fait, donner tout l'argent aux femmes, ça ne ferait pas de différence par rapport à donner tout l'argent aux hommes. C'est juste que dans les familles où il se trouve que les hommes ne gagnent pas tout l'argent, les décisions prises sont aussi différentes. Mais il n'y a pas d'effet causal de mettre le pouvoir aux mains des femmes. Donc à nouveau, on se trouve dans la même situation qu'avant. Si on veut répondre à cette question de manière, si on veut dépasser l'optimisme béat de cette citation, on a besoin d'observer des situations où il y a une variation exogène de la part du revenu ou de la part de bla, ça peut être en fait du pouvoir de la femme au sein du ménage. Et c'est vraiment pour mettre des données derrière cette citation, c'est ça qu'il nous faut. Donc qu'est-ce qu'on a comme situation? Alors, on peut regarder, d'abord, on va regarder plusieurs, parce que lui, il ne nous parle pas seulement de décisions au sein du ménage, il nous parle de décisions aussi politiques. On va commencer par regarder au sein du ménage, puis après on regardera sur les droits, des variations des droits, puis on regardera en politique. Je vais trop vite, donc si vous me posez des questions, si vous avez des questions, La première conséquence, c'est pas simplement la baisse de la natalité. Ça pourrait, par exemple. Mais là, il est clair que la natalité est plus basse dans les familles, par exemple, où les femmes sont plus éduquées. Est-ce que c'est que ce sont des familles qui voient dans l'avenir, donc d'une part, elles investissent plus en éducation et d'autre part, elles ont moins d'enfants? Ou est-ce que c'est l'éducation elle-même de la femme qui lui permet de résister à la pression d'avoir plus d'enfants, etc. Et donc c'est toujours cette question-là qu'on va se poser. Donc on cherche des variations exogènes. Donc on aurait besoin de variations exogènes de l'éducation des filles par rapport à celle des garçons, ou de variations de l'éducation du revenu des femmes et pas de ceux des hommes, etc. Justement, il y a un truc là, mais je vais commencer par le revenu d'abord. Alors un exemple, donc ce qu'on cherche, c'est pas très facile quand même, hein. C'est deux familles qui sont exactement les mêmes, et qui ont le même revenu total, sauf que dans un cas, le revenu vient des femmes et dans l'autre cas, il vient des hommes, et ça n'a rien à voir avec les décisions qui ont été prises par ces ménages. Donc c'est un peu compliqué, on n'a pas souvent de situations comme ça. Alors il se trouve qu'il y a une situation, il y a une situation qui se trouve être comme ça en Afrique du Sud, à la fin de l'apartheid. À la fin de l'apartheid, il y a eu une harmonisation en fait entre les conditions, entre la manière dont les Noirs et les Blancs étaient traités par tous les programmes sociaux. Et il y a eu un programme sur lequel ils ont dû prendre une décision difficile, c'est le programme de pension, programme de retraite, en fait l'équivalent du minimum vieillesse. Donc ils avaient un minimum vieillesse. Alors pour les Blancs et pour les Noirs, différents minima évidemment, puisque les Blancs et les Noirs n'ont pas besoin de la même chose. Donc toute l'apartheid. Donc c'était un tout petit programme pour les Noirs, auquel d'ailleurs presque personne ne participait, et un tout petit programme pour les Blancs, mais au niveau des Blancs. À la fin de l'apartheid, ils ont dû se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire de ce programme? Donc soit on supprime le programme complètement, soit on le réduit, soit on amène les Noirs au niveau des Blancs. Amener les Noirs au niveau des Blancs, ça voulait dire que le système, le niveau de la pension était tel que la pension était égale à 2 fois le salaire médian par tête dans les zones rurales pour les Noirs. La pension des Blancs, c'est 2 fois le revenu médian par tête dans les zones rurales, à cause du chômage, etc., et du fait que les Noirs étaient vraiment beaucoup plus pauvres que les Blancs. Et il y a eu un débat à ce sujet,
Et ils ont décidé d'amener les Noirs au niveau des Blancs. La raison étant que c'est quand même les vieux qui allaient en bénéficier, et les vieux sont ceux qui ont passé toute leur vie sous l'apartheid, et finalement c'était aussi un moyen de les compenser en quelque sorte. Donc c'est une décision politique qui a été prise à ce moment-là. Donc ces familles, alors le système est tel que, donc ça s'est produit en 91 en fait, à partir de 91. Et le système, en gros, c'est un système qui est quasiment sans condition, qui est une pension qui évidemment ne dépend pas de ce qui a été des contributions avant. Donc, la seule donc les hommes la reçoivent à partir de 65 ans, les femmes à partir de 60 ans. Ça a peut-être changé maintenant d'ailleurs parce que c'est pas constitutionnel, parce que c'est une discrimination entre hommes et femmes, au détriment des hommes en l'occurrence. Donc les femmes la reçoivent à partir de 60 ans, les hommes 65. Il y a une condition de revenu qui, en gros, fait que ceux qui ont déjà une pension privée parce qu'il se trouve qu'ils ont travaillé ne reçoivent pas cette pension-là, mais tous les autres la reçoivent. Donc, à peu près 85% des gens qui sont éligibles sur le point de vue de l'âge reçoivent cette pension importante. Donc, elle est délivrée. Il y a des machines automatiques mobiles où les gens posent leur index. Il y a un système de reconnaissance des empreintes digitales et les gens reçoivent des sous. Et alors, donc j'ai étudié ce programme et ce que j'ai regardé, c'est si donc beaucoup de ces vieilles personnes, relativement vieilles personnes, habitent avec des enfants. En Afrique en général, il y a pas mal de familles comme ça jointes, mais en Afrique du Sud encore plus. Parce que, tradition avec l'apartheid, il y avait beaucoup de gens qui partaient, qui étaient des migrants temporaires, qui n'avaient pas le droit d'emporter leur famille et tout ça. Donc il y a beaucoup de grands-parents qui habitent avec leurs enfants, et donc un certain nombre d'enfants qui habitent avec leurs grands-parents. Et j'ai regardé l'effet de recevoir cette pension sur la taille et le poids des enfants, en fonction de est-ce que c'est un homme qui est dans la famille et qui se trouve recevoir la pension, ou est-ce que c'est une femme qui se trouve recevoir la pension. Donc ça ressemble un peu à la situation idéale, où il y a un influx soudain et absolument pas anticipé d'argent dans le ménage, mais il se trouve arriver par l'intermédiaire d'un homme ou par l'intermédiaire d'une femme. Et ce qu'on trouve, c'est que si c'est une femme, si c'est la grand-mère de l'enfant qui reçoit la pension, et en particulier si c'est la grand-mère maternelle, on a un effet très fort sur la taille et le poids, tandis que si c'est le grand-père, il n'y a aucun effet, ou si c'est la grand-mère paternelle, il y a beaucoup moins d'effet aussi. Donc il semble vraiment qu'il faut que ce soit une lignée. Donc ça semble indiquer que l'identité, en particulier le sexe de la personne qui reçoit le revenu, a vraiment une importance sur la manière dont il est dépensé. Et là, ça ne reflète pas les préférences. C'est juste, il se trouve que c'est un homme ou il se trouve que c'est une femme. Donc ça montre, ça conforte notre ami Wolfensohn. Cela dit, donc ça c'est le premier. Moi, j'avais fait ce papier-là, donc j'en ai. Et quelques temps plus tard, quelqu'un a regardé l'éducation. Et sur l'éducation, il a trouvé le contraire. C'est-à-dire que les pensions qui passent aux hommes ont des effets plus forts sur l'éducation des enfants que celles qui passent par les femmes. Donc, ce n'est pas non plus univoque. C'est-à-dire, sur la nutrition, c'est clair que c'est les femmes qui prennent... Donc, ça nous montre bien que le ménage est loin d'être une entité unique, où tout le monde est d'accord, harmonieuse, etc. Mais ce n'est pas toujours les hommes qui prennent les bonnes décisions, les mauvaises décisions, et les femmes qui prennent les bonnes décisions. Alors sur l'éducation, il y a quand même l'idée, on a une intuition très forte que éduquer les femmes, ça peut être que mieux par rapport à éduquer les hommes. Et en fait, il n'y a pas énormément de papiers qui ont vraiment des cas très clairs où il y a une augmentation exogène de l'éducation. Il y a un papier sur l'Indonésie que j'avais fait pour regarder l'effet, le rendement de l'éducation d'abord. Puis après, c'était un gros programme de construction d'écoles qui a eu lieu à la fin des années 70 et qui était à la fois qui était très soudain parce que ça a été financé avec l'argent du pétrole et qui était très varié géographiquement. Donc ça permet de regarder selon la cohorte de naissance et donc les années d'éducation et la région de naissance. Ça permet de créer dans une famille, par exemple, si deux familles sont nées dans des régions différentes ou dans des cohortes différentes, à cause de ce programme, il y a des différences d'éducation. Et j'ai trouvé des effets assez forts sur la fertilité, pour revenir à votre question, mais pas grand-chose sur la mortalité infantile, par exemple. Mais sur la fertilité, de fait, éduquer les femmes a plus d'effets.
Ça nous donne quelque chose sur l'éducation. Donc, quand on parle de pouvoir, donc il y a combien je contribue au revenu. Ça me donne manifestement, à cause selon le premier exemple, une espèce de contrôle sur qu'est-ce qui arrive à ce revenu. Deuxièmement, quelle est mon éducation? Troisièmement, truc auquel on ne pense pas forcément, qu'est-ce qui m'arriverait si notre ménage était dissous? C'est en gros, quel est mon outside option? Si jamais le ménage est dissous, qu'est-ce qui m'arrive? Donc ça, c'est important pour les négociations au sein du ménage. Pourquoi? Parce que si mon mari peut me dire, écoute, si tu ne me repasses pas mes chemises, je te répudie et tu seras à la rue, je vais repasser les chemises. Alors que si si je suis protégée en cas de divorce et qu'il ne peut pas me dire ça, qu'il devra me payer une pension énorme, etc., en cas de divorce, dans ce cas-là, je lui dis, du coup, tu te débrouilles avec tes chemises. Donc, ce qui se passe en cas de divorce est en fait extrêmement important sur la manière dont les gens négocient au sein du ménage. Puisque l'horizon du conflit, c'est, et en particulier si c'est impossible de divorcer aussi. Et de fait, donc, quelle est ma possibilité si jamais le couple devait exploser? Donc, qu'est-ce qui m'assure en cas de divorce? Si j'ai des ressources propres que j'ai amenées à laquelle je peux repartir, et ce papier sur l'Indonésie montre que plus l'homme apporte de ressources propres, plus les décisions sont à son avantage dans le ménage, plus c'est la femme qui apporte les ressources propres, plus c'est elle. Ce papier de Chiapori montre pour les États-Unis les droits en cas de divorce varient d'un État à l'autre, et ça a aussi changé au cours du temps, que les droits en cas de divorce influent sur le comportement des couples mariés. Et un papier de Josh Angrist regarde le nombre de femmes et d'hommes dans mon groupe ethnique aux États-Unis parmi les migrants, qui cette fois influe sur ma probabilité de me remarier si jamais on se sépare. Donc dans des groupes, si on regarde les groupes ethniques, il y a des groupes ethniques qui ont beaucoup plus d'hommes, parce que c'est plutôt les hommes qui migrent. Et donc si on a une préférence pour se remarier plutôt dans son ethnie, pour une femme, c'est favorable que le groupe ethnique soit composé essentiellement d'hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes pour peu de femmes, donc ça met les femmes les femmes sont les ressources rares. Et ce qui montre, c'est que le ratio homme-femme dans mon groupe ethnique aux États-Unis influe sur les décisions dans la faveur. Plus il y a d'hommes dans le groupe ethnique, plus c'est favorable, plus les décisions reflètent les préférences des femmes. Donc ça nous donne 3 exemples, donc, nous montrant que de fait, donner plus de pouvoir aux femmes semble bien changer les décisions. Alors, une question qu'il faut se poser en général, oui. Les droits en cas de divorce. Donc c'est. Là en fait chez Chiapori, comme d'habitude, il regarde toujours les labor supply. Donc il dit les femmes travaillent moins. Donc lui, il est on revient dans le monde riche où les gens n'aiment pas travailler. Il montre que les femmes ont moins de chances, on travaille moins d'heures dans les États où leurs droits en cas de divorce sont mieux garantis. Et il regarde aussi, je crois, un truc que les gens regardent souvent dans les pays développés, c'est les dépenses d'habillement femmes, hommes, qui en général sont combien vous avez dépensé sur l'habillement femmes, habillement hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus les droits des femmes sont garantis en cas de divorce, plus les dépenses pour s'acheter des femmes? Pour elles, voilà. D'accord. Et moins elles travaillent. Et moins elles travaillent. Ouais. Plus les droits sont importants en cas de divorce, moins elles travaillent. Ça, c'est aux États-Unis. Où on considère que les gens travaillent beaucoup, donc ils préfèrent pas travailler. Ils travaillent moins d'heures. Donc, faut se mettre dans le cadre américain où le chômage n'est pas vraiment là. Ce que vous avez dit sur le sexe ratio, là, le pouvoir des femmes qui sont moins nombreuses, donc qui ont un rapport de marché en quelque sorte.
Et on ne le trouve pas en Inde, finalement, les filles manquent. J'ai vu dans le monde que les castes supérieures épousent maintenant des castes inférieures. Ben, ça n'a pas changé. On peut dire qu'à la fin, quelque chose comme ça va se produire. Pour l'instant, en Inde, comme c'est quand même, ça varie beaucoup d'État en État. Ce qu'ils font, c'est qu'ils importent des femmes d'autres États où il n'y a pas ce problème de discrimination et donc il y a des suffisamment de rapts femmes. aussi. Oui, il y a aussi des cas isolés de rapt. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut. Oui, il y a une espèce de. Il peut y avoir un régulateur. En Chine, la question commence à se poser. Il y a quand même un fort décalage entre le nombre de filles et le nombre de garçons. Donc, voilà. Donc on peut dire que ça fait augmenter le rendement de la fille et donc ça va s'équilibrer. Cela dit, c'est quand même des phénomènes qui vont se passer. Il y aura beaucoup de missing women entre temps, quoi. Donc c'est pas sûr qu'on ait envie d'attendre jusque-là. Entre l'augmentation du rendement de la fille et l'amélioration de l'égalité homme-femme, il y a quand même une différence. Ah, c'est clair, oui. Il n'y a pas un lien automatique. Bon, j'ai montré un transparent pour dire qu'il y a des exemples où il semble par exemple, cet exemple de la Chine montre quand même un lien assez, à mon avis, assez convaincant dans ce cas-là. Mais là, c'est une augmentation du rendement de la fille sur le marché du travail. Qui se traduit en plus d'investissement. Très concrètement, hein, si on produit du thé et que donc les filles sont plus productives au sein du ménage, elles ont moins de chances de mourir en bas âge. Donc je suis bien d'accord qu'il n'y a rien d'automatique. Je vous ai donné un exemple pour vous montrer qu'au moins dans un cas, on avait une relation. Ça ne veut pas dire que ce soit tout le temps le cas. Alors, quelque chose c'est une espèce de parenthèse par rapport à ça, c'est que tout ce que je vous ai décrit, par exemple, en particulier, je vous à peine le dire parce que je bavardais beaucoup quand j'étais en classe, mais en fait, j'ai beaucoup de mal à parler s'il y a d'autres gens qui parlent en même temps. Parce un luxe absolument formidable aux États-Unis, parce que vous faites cours, personne ne dit rien. Les étudiants ne parlent pas du tout en classe. Donc quand j'ai enseigné ici, avec des étudiants tout à fait charmants, qui bavardent tout le temps. C'est vraiment très difficile. Donc j'aimerais mieux que... Il faut aller en Allemagne. J'aimerais mieux que si vous avez des questions, vous me les adressiez ou vous les adressiez au groupe. J'ai un peu de mal à penser en stéréo. Cela dit... quand je décrivais le modèle en fait qui sous-tendait un petit peu le genre d'études qu'on a là, en gardant l'effet du revenu, l'effet de l'éducation, l'effet des droits en cas de divorce, j'ai eu une espèce de modèle de ménage où les gens n'ont pas tous les mêmes préférences et il n'y a pas un dictateur. Le ménage négocie en quelque sorte, donc il y a toujours des négociations. Donc ce qui se passe quand j'apporte plus de revenus, c'est que ça fait augmenter mon pouvoir de négociation. Mais bon, on négocie. Et on négocie, la plupart des modèles qui sont derrière, on négocie de manière efficace. C'est-à-dire, on n'est pas deux personnes qui viennent de se rencontrer dans la rue comme ça. On habite quand même ensemble depuis longtemps, on se connaît bien, on a des moyens de se punir si on ne respecte pas nos engagements. Donc, on est capable de négocier de manière efficace. Donc ça, c'est le modèle. Quand on a commencé à penser la famille de manière un peu plus riche, comme ça, avec la famille, c'est un ensemble d'individus qui n'ont pas les mêmes préférences et qui donc négocient, on a commencé par élargir en disant, bon, qu'est-ce qui fait une famille? Bon, c'est quand même un groupe d'individus qui arrivent avec des préférences distinctes, mais qui négocient de manière efficace. Donc, si c'est le cas, si les femmes... Donc après, on peut se poser la question, mais bon, donc on est bien d'accord, en tout cas, que le pouvoir compte dans ces négociations, mais est-ce que les familles négocient vraiment de manière efficace ou pas, finalement? Donc, si les familles négocient vraiment de manière efficace, dans ce cas-là, les seules choses qui devraient changer les comportements, c'est des changements permanents de pouvoir relatif au sein du ménage. Parce que si c'est un changement transitoire, par exemple, aujourd'hui, il se trouve que je suis plus riche parce que j'ai eu un bonus dans mon travail, je négocie avec mon partenaire, il devrait me dire, oui, aujourd'hui, tu es plus riche, mais demain, ce sera moi, donc on ne va pas te faire tout ce que tu veux aujourd'hui, et sinon demain, on fera tout ce que je veux, on va s'assurer mutuellement, parce qu'on n'aime pas, comme ça,
dès qu'on a un petit peu d'argent, on se précipite pour acheter une robe, mais le lendemain, si c'est lui qui a un petit peu d'argent, il se précipitera pour acheter un costume. On aime mieux, comme on a des préférences concaves, on aime mieux avoir un peu d'assurance. Donc si on est un couple efficace, on reconnaît que des changements temporaires de pouvoir sont temporaires et donc on s'assure mutuellement. Donc un signe que la famille négocie de manière efficace, ce serait que seules les modifications de pouvoir permanentes, comme par exemple celle due au système de pension qui est permanent jusqu'à la mort de l'individu, comme celle due à des systèmes à un changement des droits en cas de divorce, enfin tout ce que je vous ai décrit précédemment, c'était bien des exemples permanents. Tous ces exemples permanents, ça devrait changer les décisions, mais une variation temporaire ne devrait pas changer les décisions. Mais quand on pense à des transferts sociaux qui sont en fait transitoires, pas tous, mais c'est souvent transitoire, donc on pense à des politiques qui vont durer quelques mois ou quelques années, et on pense quand même qu'elles ont un effet. En général, quand on pense par exemple à votre réaction immédiate, c'est il faut donner, si on a un transfert social à donner à quelqu'un, il faut le donner aux femmes, même si c'est juste un coup. Donc ça prouve bien qu'on a quand même plutôt dans la tête, de manière, autant les économistes raisonnent à partir de modèles de famille efficaces, où des variations temporaires de pouvoir ne devraient pas compter, autant si on pense du point de vue de bon sens, on nous dit que même les variations temporaires comptent. En tout cas, les politiques ont l'air d'être fondées là-dessus. Donc il y a une espèce une contradiction. Donc on peut se poser la question, est-ce que les ménages sont capables de s'arranger entre eux et de s'assurer efficacement? Ouais. Je pensais que dans ce que vous dites, on dirait qu'il y a du long terme et en général, ce n'est pas le cas pour les ménages pauvres. Voilà, donc la question c'est... je veux dire, moi j'avais un exemple quand on habitait au Pérou d'une employée qui n'était plus venue parce que son mari, qui n'avait pas de travail, avait trouvé du travail. Donc j'étais ravie pour elle. Et puis elle m'a appris qu'il avait trouvé du travail pour 1 semaine. Et donc elle quittait son emploi parce qu'une semaine, pour elle, c'était très long. Donc ce n'est pas des gens qui sont dans du long terme. Oui, alors peut-être que... ça peut être une raison pour laquelle il n'y aurait pas d'assurance au sein du ménage, c'est que le taux de préférence pour le présent est fort. Les gens n'ont pas des horizons très longs, donc dans ce cas-là, ça donnerait une raison pour laquelle ils ne s'assurent pas. Ou il pourrait y avoir d'autres raisons pour lesquelles les ménages ne sont pas vraiment capables de s'assurer. Par exemple, en fait, on respecte... S'assurer, ça demande quand même de se faire des promesses et de les respecter, etc. Et en fait, peut-être que finalement, on ne respecte pas tout le temps nos promesses, même à l'intérieur de la famille. Donc c'est une question empirique. C'est est-ce que les ménages sont capables de s'assurer mutuellement? Est-ce que les ménages s'assurent mutuellement? Donc, pour regarder cette question, on a regardé en Côte d'Ivoire des variations temporaires de revenus dues à la pluie. Alors en Côte d'Ivoire, comme au Burkina Faso, où je vais vous donner un autre exemple dans 2 minutes, les hommes et les femmes produisent sur des lopins de terre différents. Donc il y a une propriété du lopin de chaque individu et les fruits de ce lopin sont attribués nominalement à la personne. Après, c'est mis dans le ménage et redistribué à tout le monde. Donc, et non seulement en Côte d'Ivoire, non seulement les gens produisent sur des lopins différents, mais il y a des cultures féminines et des cultures masculines. Donc, il y a des cultures, c'est que les femmes qui produisent, comme par exemple les patates douces, etc. Il y a des cultures qui sont que pour les hommes, comme par exemple le café. Et comme c'est des cultures différentes, elles sont soumises la physique est différente, et donc la pluie les affecte différemment. Ce n'est pas la pluie des mêmes saisons qui les affecte, etc. Donc il y a certaines années qui sont plutôt favorables pour les hommes, certaines années qui sont plutôt favorables pour les femmes. Et donc, si les ménages s'assurent, comme on sait très bien que c'est temporaire, c'est dû à la pluie, ces changements, les bonnes années à femmes et les bonnes années à hommes, ne devraient pas se traduire en un changement du type de consommation. Et en fait, ce qu'on trouve, c'est que ça se traduit en un changement du type de consommation. C'est-à-dire dans les bonnes années à femmes, on achète des choses différentes, il y a moins d'alcool, moins de tabac, etc. Dans les bonnes années à hommes, il y a plus d'alcool, même si c'est temporaire.
Donc il se trouve que les ménages ne s'assurent pas très bien, donc ça ressemble plutôt à... Mais alors du coup, ça rend un petit peu là, ça pose un peu une question, c'est qu'est-ce qui est spécifique? Est-ce que du coup les ménages, c'est juste deux personnes qui se trouvent, ou une famille, un groupe de personnes qui se trouvent être ensemble là, juste maintenant? Ou est-ce qu'il y a un nouveau ménage, il y a un nouveau modèle du ménage? Bon, ça n'existe pas encore, pas vraiment efficace, mais un peu particulier quand même par rapport à juste un ensemble de personnes qui se trouvent jouer un jeu aujourd'hui. Alors, les droits. Donc, je voulais parler donc, du pouvoir dans la famille, des droits, j'ai déjà parlé du divorce, maintenant je vais parler de droits de propriété. Ensuite, je parlerai de politique. Et ensuite, on aura fait le tour. Donc, je vous disais que pour la Côte d'Ivoire, les hommes et les femmes ont chacun leur champ. Pareil, au Burkina Faso, les hommes et les femmes ont chacun leur champ. Donc, une autre façon dans tout ce que je vous disais, c'est que ce manque d'assurance entre les hommes et les femmes nous dit, bon, les hommes et les femmes, la famille ne fonctionne pas de manière vraiment efficace. Une famille efficace devrait s'assurer. Un autre test pour savoir si les familles fonctionnent de manière efficace, c'est-à-dire négocient, mais se trouvent à la frontière de possibilités de négociation, c'est de dire, les familles sont à la fois des unités de consommation et des unités de production. Et elles sont jointes dans ce travail de production. Donc si les familles sont efficaces, si les hommes, ils devraient négocier, ils devraient d'abord produire le plus possible pour maximiser la taille du gâteau qu'ils ont à partager, et ensuite partager le gâteau en fonction de leur négociation. Mais c'est à l'avantage de tout le monde que le gâteau soit le plus grand possible. Donc même si chacun possède nominalement son différent lopin de terre, la famille devrait s'asseoir autour de la table et décider comment allouer les différents inputs de production, comme le travail de chacun, les engrais, les semences, etc., de manière à ce que la production soit maximisée sur le terrain. Ça veut dire sur l'ensemble de leur terrain. Ça veut dire que la productivité de chaque lopin devrait juste dépendre des caractéristiques du lopin en question, et certainement pas de la personne qui la possède. Or, ce qu'on trouve, c'est un papier de Chris Youdry qui est vraiment formidable. Ce qu'on trouve, c'est que ce n'est pas du tout vrai. On trouve que les lopins des femmes sont bien moins productifs que les lopins des hommes. Après qu'on ait contrôlé pour toutes les caractéristiques de manière très riche, toutes les caractéristiques du lopin, la taille, l'inclination, la qualité du sol, etc., avec des données très très riches parce que c'est des données qui sont des données agricoles, vraiment. Donc, la raison, en l'occurrence pour le Burkina Faso, la raison semble en être que on met beaucoup moins d'input dans les lopins des femmes. Alors, les lopins des femmes reçoivent moins de travail, les hommes ne travaillent pas sur les terres des femmes, elles reçoivent beaucoup moins d'engrais, ce qui est vraiment absolument ridicule, parce que si on ne réfléchit pas à l'ensemble de la structure, paraîtra absolument ridicule parce que le taux de rendement des engrais est extrêmement concave. Quand on met un tout petit peu d'engrais, c'est vraiment très efficace. Mais si on en met déjà pas mal, ça ne sert plus à rien. Au contraire, à la limite. Donc, quand on a de l'engrais, il faudrait le répartir le plus possible à travers tous les champs. Alors, ce qu'on trouve, c'est qu'en fait, tout l'engrais va sur le champ de l'homme. Donc, dans la partie, on est complètement concave, presque plat, au lieu d'en mettre un petit peu chez les femmes. Donc, d'où ça vient ce résultat? Ce qui semble être le cas, c'est que les gens, au lieu de se comporter comme une unité de production efficace et ensuite de négocier pour leur répartir ce gâteau, chacun essaye de tirer la couverture à lui en maximisant la production sur son lopin. Probablement parce qu'ils anticipent, à juste titre, qu'ils ne vont pas se compenser mutuellement. C'est que quand ils vont négocier, ils vont considérer non pas leur apport potentiel, qui est donc la taille de leur terre, en gros, mais leur rapport actuel, c'est-à-dire combien a été produit sur mon lopin. Donc au lieu de négocier à partir des potentialités, ils négocient à partir des choses actuelles, donc il vaut mieux mettre le plus de ressources possible. Donc ça nous dit déjà que les ménages ne sont pas efficaces. Donc si il se trouve que les gens sont comme ça, donc qu'à chaque fois, donc ça veut dire qu'ils ont du mal à se promettre, écoute, mets de l'engrais chez moi, je ne m'en servirai pas pour te tenir otage après. Ex post, on dit, en fait, toute la production vient de chez moi, donc si tu veux que je la mette dans le pot commun, il va falloir me compenser.
Donc les ménages se hold up en fait. Donc oui. C'est un peu la guerre des sexes, quoi. Voilà. C'est vrai que dans ces sociétés-là, souvent on trouve des rapports extrêmement antagoniques, c'est-à-dire qu'on a une vision nous, du couple qui joue la coopération, alors que c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas, et souvent les rapports entre femmes sont plus coopératifs, et les rapports entre hommes eux-mêmes sont plus coopératifs, mais les rapports hommes-femmes sont des rapports de défiance, de rapports de force, des rapports conflictuels. Alors, je ne sais pas si c'est spécifique à ces sociétés-là, dans le sens où je sais pas, il n'y a pas vraiment eu d'études similaires chez nous, dans le sens où peut-être qu'on trouverait un peu la même chose. Ce qui est vrai, ce qui est tout à fait vrai dans ce que vous venez de dire, c'est que par exemple, quand on regarde l'assurance, je vous ai dit que ça manquait d'assurance au sein du ménage, on trouve plus d'assurance au sein des groupes de sexe, des femmes par exemple d'un village et des hommes d'un village qu'au sein d'une famille. Donc, qui va tout à fait dans le sens que vous décrivez. Mais alors bon, si on sait qu'il y a cette guerre des sexes et qu'on va devenir, qu'on va pas être coopératif au jour le jour, on pourrait se dire, bon, on le sait, donc le jour où on signe le contrat de mariage, la femme, en gros, loue ses terres aux hommes en disant, voilà, c'est toi qui vas faire toute la culture du ménage, comme ça tu auras la responsabilité sur toutes les terres de notre ménage, au moins tu te comporteras de manière efficace et on ne perdra pas 13% de notre output. Comme ça, pour rien. Et donc, dans le contrat, on écrirait que l'homme doit compenser la femme en reversant un loyer, etc. Mais non, personne ne le fait. Et une raison pour laquelle personne ne le fait, c'est parce qu'il y a ce contrat, il n'y a aucun moyen qu'il soit respecté, en particulier parce que les droits de propriété ne sont pas vraiment forts. Et en fait, même dans le Burkina Faso, il y a un système d'usufruit, c'est-à-dire si quelqu'un a cultivé la terre de quelqu'un d'autre pendant longtemps, ça devient la sienne, comme dans le cercle de craie caucasien. Donc c'est rendement à l'hectare. Est-ce que les femmes substituent du travail aux engraisses? Est-ce qu'elles travaillent plus que les hommes sur leur lopin? Les femmes travaillent plus que les hommes sur leur lopin, mais elles reçoivent moins de travail de tout le monde d'autre. Elles reçoivent moins de travail des hommes, et elles reçoivent moins de travail des enfants, etc. Donc oui, elles substituent, mais... Donc les droits de propriété. Donc là, on arrive à la question des droits de propriété. Notre exemple des droits de propriété qui est lié au fait aux conséquences économiques du fait que les droits de propriété des femmes... Donc là, ça a une conséquence économique, le fait que les droits de propriété soient pas très forts, fait que les femmes refusent de louer leurs terres aux hommes, donc du coup, on a chacun notre terre et on se comporte de manière complètement inefficace. Alors, donc si les droits de propriété des femmes étaient mieux respectés, eh ben, ça pourrait augmenter les revenus du ménage. Donc on vient à un autre exemple de réduire les différences entre hommes et femmes. Et un dernier nous amène une augmentation de l'efficacité, et pas seulement une augmentation de l'égalité. Un autre exemple, qui est aussi un papier de Chris Udry, c'est un papier sur le Ghana, qui regarde la décision de laisser les terres en jachère. Donc, laisser les terres en jachère, c'est des cultures cassava, maïs mélangées. Le meilleur moyen de préserver la terre, c'est de les laisser en jachère 1 ou 2 ans, laisser un lopin en jachère 1 ou 2 ans, puis après, une fois qu'il a été en jachère, tout couper et on recommence. Et pendant qu'il est en jachère, il se réenrichit. Donc, la manière dont on investit dans sa terre, c'est en la laissant en jachère. Le problème, c'est que si vous laissez votre terre en jachère, et quelqu'un décide de passer par là et de dire « Tiens, une terre que personne n'utilise là juste maintenant, je vais m'installer ». Et donc, pendant que la terre est en jachère, il y a plus de chances que quelqu'un décide qu'il va s'y installer lui. Il va couper, ce sera chez lui. Donc, à ce moment-là, si quelqu'un veut faire ça ou a fait ça, il faut que vous fassiez valoir vos droits auprès de qui? Alors, le problème, c'est que c'est auprès de 2 personnes, puisqu'il y a une espèce de compétition. Il y a 2 systèmes de droits, à part le système formel qui ne compte pas vraiment, il y a 2 systèmes de droits de propriété en concurrence. Il y a le lignage et le village. Donc chaque terrain appartient potentiellement, le lignage, la lignée, qui est l'espèce de la famille étendue, peut prétendre l'attribuer, et le village peut prétendre l'attribuer. Donc quand vous voulez faire valoir vos droits à une terre particulière, c'est une terre, il faut arriver à convaincre les 2.
Et il se trouve que donc plus vous avez une position de responsabilité dans votre lignage ou dans votre village, mieux la probabilité que vous puissiez valoir, plus la probabilité que vous puissiez faire valoir vos droits est forte. Et je trouve que les femmes, donc, qui ont très peu de pouvoir politique, ont très rarement de position dans le lignage ou dans le village, donc leurs droits de propriété sont très faibles. C'est-à-dire que si elles laissent leur terre en jachère, et c'est leur terre, il y a de bonnes chances que quelqu'un arrive et s'installe dessus. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles ne laissent pas leur terre en jachère. Et du coup, les terres des femmes sont beaucoup moins productives que celles des hommes, parce qu'elles n'ont pas été laissées en jachère, elles sont tout le temps cultivées. Et donc là encore, c'est vraiment parce que les femmes ont moins de droits de propriété, cette fois en pratique plutôt que formellement, que les hommes, que ça se traduit par une productivité plus faible pour les femmes. Et puisque, après on a ce système, bon, puisque c'est comme ça, étant donné cet environnement dans des ménages efficients, on dirait tout appartient à l'homme et ensuite il y aurait une compensation, mais comme on n'est pas dans des ménages efficients, ça ne se produit pas et donc on a moins de production qu'on pourrait. Donc, à nouveau, un autre exemple, aider les femmes aide la productivité. Dernier exemple, donc on a parlé de pouvoir dans le sein du ménage, on a parlé de droit, et maintenant on va parler d'institutions, enfin on recule à chaque fois, on va parler d'institutions de politique. Donc parler de quel est l'effet d'avoir plutôt des femmes en position, dans des positions politiques. Alors, comme les hommes et les femmes, donc à nouveau, si les ménages étaient efficaces, les gens, avant d'aller voter, discuteraient autour de la table et décideraient pour qui il faut qu'ils votent d'un point de vue d'efficacité pour le ménage. Et ensuite, ils se compenseraient, s'ils ont voté pour quelqu'un qui est plutôt favorable aux femmes, la femme dirait d'accord, je ne vais pas te punir parce que les situations sont plus favorables pour moi. Mais comme ils ne sont pas efficaces, les femmes ont plutôt tendance à vouloir voter pour quelqu'un qui va faire des choses pour les femmes, et les hommes plutôt pouvoir voter pour quelqu'un qui va faire des choses pour les hommes. Évidemment, il n'y a pas que ça, hein, mais il y a des tas d'autres choses qui vont déterminer les préférences politiques, mais il y a une espèce de... Potentiellement, il y a des décisions, il y a des préférences sur les biens publics qui sont différentes pour les hommes et les femmes. Par exemple, en Inde, si on regarde vraiment la politique au niveau local, on demande aux gens de quoi se sont-ils plaints, ce qui nous donne une idée de ce qui compte pour eux. Et on voit que les femmes se plaignent d'eau. Elles n'arrêtent pas d'amener d'amener au chef du village des requêtes sur l'eau potable. Alors que les hommes vont plutôt amener au chef des villages des requêtes sur les routes ou l'irrigation. Donc les gens ont quand même, c'est autre chose, des sphères d'influence et des intérêts divergents, les femmes et les hommes. Cela dit, si on vivait dans un monde où c'est l'électeur médian qui décide de la politique, qui est le monde idéal politique, où l'offre politique répond à la demande, et que donc les personnes qui se présentent promettent à l'électeur médian, qui est celui qui a les préférences au milieu, de faire exactement ce qu'il veut, et donc cette personne-là obtient 51% des voix et gagne les élections. C'est le modèle politique vraiment basique. Mais en fait, on sait bien qu'on ne vit pas dans ce monde-là. Une fois que les gens sont élus, c'est impossible de les tenir à leurs promesses. Donc, il y a dans ce monde, l'identité de la personne qui est élue compte. Et donc, potentiellement, le sexe de la personne qui est élue compte. Et donc si on habite dans ce monde où les politiciens ne sont pas capables ne peuvent pas faire des promesses, ne peuvent pas s'engager à tenir leurs promesses, avoir des systèmes comme des quotas ou des choses comme ça, ça va avoir une influence effective sur les politiques choisies. Et si on regarde, et de fait, si on regarde les données, on voit bien que ça compte. Donc on regarde un système, je vous ai dit que je vous reparlerai du Bengale occidental où les gens n'aiment pas les femmes politiques. Alors, il se trouve que c'est un contexte intéressant parce que c'est un contexte où on les a forcés à élire des femmes. Donc le système, c'est un système de démocratie villageoise, si vous voulez, où un groupe d'une dizaine de villages et ensemble élit un conseil
qui s'occupent de l'administration des biens publics pour cette dizaine de villages. Donc en fait, ils reçoivent une enveloppe budgétaire avec laquelle il faut qu'ils s'occupent de tout ce qui est l'eau potable, l'irrigation, les routes locales, les petites écoles, etc. Donc ce système, c'est un système qui existe, qui était un petit peu moribond, mais qui a été remis en place et revivifié au début des années 90. Et quand ils l'ont fait, ils ont aussi mis une provision dans la loi en disant qu'un tiers de ces conseils de village devaient être dirigés par des femmes. Il faut aussi qu'il y ait un tiers de chaque conseil, des conseillers de chaque conseil partout qui soient des femmes. Mais ça, donc ça, c'est comme on a en France. La moitié des conseils municipaux doivent être des femmes. Mais en plus, un tiers des conseils doivent être dirigés par des femmes. Et la manière dont ils l'ont fait, c'est qu'ils ont tiré au hasard lesquels. Parce qu'ils se sont dit, comme on le voit de manière absolument caricaturale dans ces élections législatives, que sinon les femmes, on leur donne vraiment les endroits impossibles auxquels personne ne veut aller de toute façon. Ils ont dit, pour que ce soit égalitaire, on va répartir les conseils en 3 groupes. Le premier groupe ne pourra élire qu'une femme cette élection. Puis dans 5 ans, ce sera le deuxième groupe, et dans 5 ans, ce sera le troisième groupe. Donc du coup, comme ça a été fait au hasard, pas pour des raisons d'expérience, mais pour des raisons d'équité et de transparence, on a pu regarder, donc avec un co-auteur du Bengale, on est allé dans les villages et on a regardé ce qu'il y avait. Qu'est-ce qui avait été... donc combien il y a de puits, quel est l'état de ces puits, qu'est-ce qui a été dépensé pour les réparer, combien il y a de routes, quel est l'état des routes, combien il y a de petites écoles, etc. Et on a vu que ça fait une différence, c'est-à-dire dans les endroits où il y a des femmes, dans les endroits où c'est une femme qui est le chef, dû à au système de réservation, ça s'appelle réservation, eh bien les biens publics présents sur le terrain sont tout à fait différents, et en particulier correspondent mieux aux préférences exprimées par les femmes. En particulier, il y a beaucoup plus d'eau, 2 fois plus d'investissement en eau potable. Par contre, et là c'est toujours la surprise, il y a moins d'écoles, parce que de fait, les femmes du coin s'intéressent moins à l'éducation qu'à l'eau, et donc les ressources vont majoritairement dans l'eau. Donc à nouveau, on voit que ça fait une différence, mais ce n'est pas forcément plus d'eau, moins d'écoles. Bon, il faut décider qu'est-ce qu'on préfère. On peut se donner une fonction de bien-être, mais c'est pas moi, enfin c'est pas l'observateur extérieur qui peut dire si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est juste différent. Alors autre chose qui est intéressant, c'est vraiment tout nouveau, tout beau, c'est que je vous avais dit vous vous souvenez de faire ces petites expériences, on faisait écouter des discours aux gens. Alors on a fait écouter les discours aux gens dans des endroits où les gens avaient des expériences avec les femmes, grâce au système de réservation, et des endroits où ils n'en avaient pas. Eh bien, on trouve que ça fait vraiment une différence très importante. C'est-à-dire, dans les endroits où il y a eu une réservation dans le passé, ce biais contre les femmes disparaît complètement. Ce qui est vraiment comme taille, ça m'a étonné comme résultat, mais on voit le biais contre les femmes disparaître. Alors, il y a toujours, dans l'évaluation d'un discours comme ça, donc ça bouge vraiment dans cette direction-là. Cela dit, quand on demande aux gens d'évaluer leur pradhan, leur chef, les gens trouvent toujours que les hommes sont mieux que les femmes, en vrai. Mais la réponse à « qu'est-ce que vous pensez de cette personne » va dans le sens où avoir été exposé à une femme leader arrive à convaincre plus ou moins les gens que peut-être qu'elles ne sont pas si terribles que ça. On va conclure. Donc j'ai essayé de montrer dans les deux sens que de fait, il y a un lien étroit entre le développement économique et l'égalité des sexes dans les deux sens. Cela dit, on a vu à chaque fois que bon, ça va dans les deux sens, mais il y a des limites, il y a des exceptions, et donc c'est pas extrêmement rigoureux, mais pour ce que je vais dire, mais c'est mon intuition sur la question, c'est-à-dire pour démarrer un cercle vertueux, il ne suffit pas qu'il y ait une relation, une interrelation. Il faut que les interrelations soient très fortes
pour employer plutôt pour le dire de façon technique, il faut que le produit des deux courbes croise la droite à 45 degrés par le bas. Donc il faut des courbes il faut que le produit des deux courbes, qui est le produit de l'effet du développement sur la position relative des femmes et l'effet de la position relative des femmes, il faut que ces relations soient suffisamment fortes, pas pour nous donner un produit qui est croissant, mais pour donner un produit qui croît très vite, pour nous donner ces possibilités de cercles virtueux et d'équilibres multiples. Et on a vu qu'à chaque fois, il y avait un petit peu des exceptions, etc., que c'était pas si fort que ça, qu'il y avait des limites. Donc, mon avis sur la question, là, sans avoir vraiment fait les calculs, enfin, je vois pas très bien comment je pourrais les faire d'ailleurs, c'est que c'est un peu trop optimiste de dire qu'il y a une solution miracle. Voilà, on va démarrer une des deux relations, et elles vont s'enrichir mutuellement et tout ira bien. Je pense que pour améliorer l'égalité des sexes, il ne sera pas suffisant de laisser l'économie croître. Et inversement, il ne sera pas suffisant d'améliorer l'égalité des sexes temporairement, et après, la croissance de l'économie suffira pour enclencher la machine. Mon avis sur la question, après avoir regardé toutes ces différentes évidences, c'est qu'il sera probablement nécessaire de continuer, si on veut améliorer l'égalité des femmes, il sera probablement nécessaire de continuer à prendre des mesures favorables en faveur des femmes. Et que peut-être que, à part l'égalité, ça va nous créer quelques bénéfices en plus, on les a vus, mais c'est pas clair dans mon esprit que ces bénéfices sont suffisamment grands pour compenser le coût que ça a de bénéficier plutôt un groupe qu'un autre. Donc les sociétés devront sans doute continuer à justifier des mesures préférentielles à l'égard des femmes au nom de l'égalité, c'est-à-dire au nom d'une décision politique, et pas se retrancher derrière. On ne fera pas l'économie de ce choix en tant que choix. Il y a ces forces, elles sont là, mais elles ne sont pas tout à fait suffisamment importantes pour que tout aille bien dans le meilleur des mondes et que toute situation, que ce qui soit pas nécessaire de faire quoi que ce soit en faveur des femmes, soit qu'on puisse le faire de manière temporaire. Alors bon, ça c'est un peu plus, c'est plus une conjecture que quelque chose qui est prouvé. Mais enfin, c'est mon avis sur la question. On ne peut pas se poser la question, on ne peut pas faire l'économie de se poser la question en tant que position politique. Qu'est-ce qu'on pense de l'égalité entre les sexes? Évidemment, moi j'ai mon avis sur la question, mais tout le monde peut. À ce moment-là, c'est une question qui se pose en tant que question de société.